Fait que dans le fond, je vais commencer ça. Fait que j'avais trois sujets. Fait que premièrement, le coût de renonciation slash opportunité. Après ça, j'avais également le budget. C'est dégueulasse juste le dire. C'est comme, je te promets que je vais m'arranger pour que ça soit quasiment le fun. OK? Puis, le troisième, c'est les opportunités en 2025. Puis, je veux juste mettre ça au clair tout de suite. OK? C'est pas les opportunités d'achat, mettons, d'action ou de dire quelle action que je vais acheter, quelle action qui vaut la peine ou qu'est-ce qui va monter. Puis, tu sais, être en spéculation, c'est vraiment pas ça. C'est plus les opportunités d'affaires ou les opportunités mettons, je trouve qu'il y a. Parce que j'avais fait un séminaire la semaine passée. Puis je trouve que ça avait amené une belle discussion. Puis je voulais comme partager un peu les grandes lignes de cette discussion-là parce que je trouve que ça peut être pertinent, surtout pour quelqu'un qui songe peut-être à se lancer en affaires ou qui est déjà en affaires ou quelqu'un qui travaille à l'intérieur d'une business mais qui veut juste comme peut-être devenir un meilleur employé puis comme juste avoir plus de valeur comme employé, justement. Ben, c'est toutes des choses qu'on avait discuté dans un séminaire la semaine passée puis je trouvais que ça pouvait être pertinent. Fait que je me suis dit, crème, ben, je vais en parler à soir. Fait que, on va parler de ça également. Fait que, premier sujet, le coût d'opportunité slash renonciation. C'est un sujet qui est extrêmement important. Puis je pense, pour vrai, selon moi, c'est une des choses les plus importantes à comprendre en finance, mais c'est un des concepts que c'est comme un petit peu low profile. On en parle moins, puis je pense que les gens, des fois, comprennent pas l'ampleur de ce coût-là, puis ils ne comprennent pas non plus comment le calculer. Fait que c'est ça que je vais essayer d'éclaircir ce soir parce que c'est vraiment quelque chose qui est super important. Fait que, dans le fond, le coût d'opportunité ou de renonciation, c'est tout simplement euh, le choix dans le fond, c'est la différence entre l'évaluation des coûts, OK, de quelque chose par rapport à que tu renonces, dans le fond, pour faire une autre option. Fait que, mettons que j'ai 20$. Ben, j'ai soit l'option 1 d'aller, par exemple, au cinéma, tout seul, pas de popcorn, avec 20$, OK? Ou j'ai l'option B d'aller au restaurant, prendre un verre d'eau, mettons. OK? Fait que, dans le fond, dans mes deux options, c'est si je prends option A, ben, je renonce à option B et vice-versa. Fait que si je vais au cinéma, je ne vais pas au restaurant. Puis si je vais au resto, je ne vais pas au cinéma. Donc, dans le fond, si on y va un petit peu, mettons, avec un exemple vraiment plus concret que j'aime bien donner, OK, c'est, mettons que tu achètes une voiture neuve, OK? On en a déjà parlé, je ne reviendrai pas là-dessus, mais financièrement parlant, c'est pas, mettons, le top choix. Si tu as les moyens, c'est bien correct. Si tu veux, genre, tu ne vis que pour les chars, c'est ta passion, il n'y a pas de problème non plus, OK? Là, je parle vraiment strictement financièrement parlant. Mettons que tu as l'occasion de t'acheter une voiture, puis que c'est pour t'amener du point A au point B, puis que c'est vraiment pour l'utilité de la voiture. Puis là, tu dis, je m'achète une voiture neuve. OK? Fait que mettons que tu payes 50 000 ta voiture neuve, puis que tu aurais pu la payer 20 000 pour une voiture usagée. C'est peut-être pas nécessairement le même modèle, mais dans le fond, mon point, c'est tout simplement que tu aurais pu payer une voiture qui t'a ramené du point A au point B 20 000 pour l'utilité que tu en as besoin, au lieu de 50 000 qui est une voiture neuve. Fait que mettons que tu payes cash pour simplifier l'exemple, OK? Dans le fond, ton 30 000 de différence, ça veut dire que tu ne l'as pas eu aujourd'hui pour faire d'autres choses avec, genre style comme, mettons, peut-être investir. OK? Mettons. Fait que ton 30 000 oui, tu aurais pu dire, OK, je vais acheter ma voiture, mais en plus, je vais aller m'acheter un skidoo, un bateau, un 4 roues. Mettons que tu viens du Saguenay, là, tout le monde s'achète des babelles de même. OK? Mais tu aurais pu aussi pogner ton 30 000 puis l'investir, OK? Puis le faire travailler pour toi. Fait que ça, je vais y revenir tantôt, mais c'est ça, dans le fond, c'est que tu as renoncé à 30 000 pour mettre dans ta voiture au lieu d'avoir fait d'autres choses avec. OK? Fait que ça, c'est la première affaire. Après ça, dans le fond, il faut tout le temps calculer le retour sur investissement quand on calcule le coût d'opportunité. Okay? Fait que je vais donner un autre exemple. Mettons, aller aux études versus ne pas aller aux études. Okay? Parce que mettons que tu as 18 ans, puis tu te dis, moi, je vais aller faire 4 ans d'université, mettons. Je vais faire un bac ou quelque chose qui prend 4 ans à faire, OK? Mettons. Ben, si tu ne vas pas à l'université, tu as l'occasion de travailler, mettons, tout de suite, de gagner de l'argent tout de suite, puis d'investir tout de suite. OK? Donc, pourquoi tu vas à l'université? C'est parce que tu juges qu'en allant à l'université puis en investissant en toi-même, dans le fond, puis dans ta formation puis ton éducation, tu vas
éventuellement gagner plus d'argent et être capable de comme rattraper ces 4 années-là. OK? Fait que dans le fond, c'est ça un petit peu le calcul que tu fais quand tu vas aux études au lieu de dire ben, je pourrais travailler tout de suite. Parce qu'on s'entend que si tu as possibilité, tu vas aux études, mais que tu ne gagnes pas plus tard puis que tu pourrais travailler tout de suite dans quelque chose qui est plus payant que ce que tu fais en allant à l'université, bien, financièrement parlant, mettons, ça ne vaudrait pas tant la peine d'aller à l'université, tu comprends? Fait que si tu y vas, c'est parce que tu juges que tu vas avoir un retour sur investissement plus élevé. Fait que ça, c'est bien correct. OK? Mais si je vais avec des chiffres, mettons, OK, exemple, je vous donne un exemple simple, OK? Mettons que tu aurais resté chez tes parents pendant 4 ans puis tu aurais juste eu à payer tes études. OK? Fait que mettons que ça coûte 5 000 $ par année payer tes frais scolaires. OK? On oublie, mettons, la bouffe, le logement, puis tout. Comme je t'ai dit, mettons que tu restes chez tes parents puis que t'es gros dur puis tout est payé. OK? Fait que tu aurais pu payer 20 000 dans le fond, tes études sur 4 ans, 5 000 par année. Puis pendant ces 4 années-là aussi, tu aurais pu travailler. OK? Tu aurais pu travailler pendant 4 ans. Puis, mettons que tu t'aurais vécu chez tes parents pendant ces 4 années-là parce que tu étais encore jeune et tu en aurais profité. Bien là, tu aurais pu placer, mettons, 10 000 par année, peut-être même plus. OK? Mais mettons qu'on fait 10 000 par année. Fait que là, ton coût d'opportunité, c'est 20 000 pour les études que tu as payées, mais également 10 000 par année que tu n'es pas allé investir dans les 4 prochaines années. OK? Fait qu'au total, c'est 60 000 de coût d'opportunité. C'est 60 000 le coût, dans le fond, que tu es allé aux études, c'est ça. OK? Fait que c'est 20 000 les frais d'études, mais en plus, tu as eu un coût de renonciation de 40 000 soit 10 000 par année que tu aurais pu investir. OK? Fait que dans le fond, c'est vraiment ça, le coût de renonciation. Puis une question qui est super importante, OK, c'est tout le temps combien vaut mon temps? OK? Puis ça, je l'avais déjà parlé dans un autre segment, mais tu sais, ça, c'est une question que souvent les gens, surtout ceux-là qui sont en affaires, ils ne se posent pas cette question-là. Puis malheureusement, ils se retrouvent dans des situations où ils font des affaires qu'ils n'aiment pas, puis en bout de ligne, ben, c'est même pas payant de faire ça. OK? Fait que je te donne un exemple. Mettons que tu travailles à 50$ de l'heure, OK? Puis tu pourrais payer quelqu'un 20$ pour faire une tâche. Bien, on s'entend que si tu fais toi-même cette tâche-là, tu viens de perdre 30$ de l'heure. Tu comprends? On s'entend que pour que ça s'applique, il faut vraiment que pendant que tu payes quelqu'un pour faire ça, bien, que tu aurais fait vraiment d'autres choses à 50$ de l'heure. Parce qu'on s'entend que si tu fais juste chiller sur Netflix, financièrement parlant, OK, ça ne t'aura rien rapporté de payer 20$ si tu n'as rien fait avec ce temps-là que tu t'es libéré. OK? Mais bref, mettons que tu aurais travaillé, bien, on s'entend que faire des tâches que tu peux payer quelqu'un 20$ pour les faire, puis toi, tu es capable de gagner 50, 80, 100$ de l'heure en allant travailler, mettons, ou en faisant d'autres choses, ou en investissant ton temps dans ta business, bien, c'est pas logique financièrement parlant de faire ces tâches-là. Fait que tu es aussi bien d'aller essayer de t'engager quelqu'un le plus rapidement possible qui peut faire ces tâches-là pour toi et qui peut t'aider là-dedans. OK? Fait que, dans le fond, on s'entend aussi dans le coût de renonciation, il n'y a pas juste le côté financier. OK? Il n'y a pas juste le côté financier parce que, mettons que tu engages quelqu'un pour faire le ménage chez vous, OK? Puis que, dans le fond, la personne a fait le ménage. Oups, j'ai eu vérifié votre connexion Internet. OK, c'est bon. Je ne sais pas si c'est correct, vous me direz si ça bug, là, mais en tout cas, j'ai eu un petit avertissement. Mais moi, chez nous, tout est beau. Fait que, dans le fond, mettons que tu as engagé quelqu'un pour faire le ménage, OK? Puis cette personne-là est venue, puis elle a passé 4 heures à faire le ménage, OK? C'était vraiment crotté. Puis toi, ça t'a libéré 4 heures. Bien, on s'entend que ton 4 heures, mettons que tu l'as pris pour aller faire du sport avec tes enfants ou juste aller comme voir des amis ou aller, mettons, prendre une marche ou peu importe, ben, même si tu as payé 80$ pour qu'elle fasse le ménage ou 100$ ou 120$, peu importe, si toi, ce que tu as fait avec ton temps vaut plus cher pour toi que ce que tu as payé, ben, c'est bien aussi. OK? Fait que c'est correct, dans le fond, de ne pas juste calculer le côté financier. OK? Fait que je te donne un exemple, mettons, pour moi. OK? Moi, maintenant, moi, je suis. Tu ne seras sûrement pas surpris, mais je ne suis pas, mettons, le gars le plus manuel qui existe. Là. Genre, mettons, moi, ça me fait pas triper les rénaux, puis les travaux, puis toutes ces affaires-là. OK? Fait que maintenant, j'ai engagé un électricien pour qu'il vienne, genre, poser des luminaires, puis mettre, tu sais, comme toute l'électricité pour être sûr que tout est correct. Mais clairement qu'il aurait pu se concentrer à juste faire en sorte que l'électricité est correcte, puis j'aurais pu poser tout le reste. Mettons que j'avais eu un peu de skills, OK? Mais j'en ai vraiment pas. Fait que j'ai juste comme
J'ai payé ça, ça m'a coûté genre 350$ pour qu'il fasse tout. Puis moi, je l'ai juste regardé. Puis j'ai juste jasé avec. Il était là comme 2 ou 3 heures de temps. Puis j'étais comme, je suis tellement content de te regarder en ce moment puis que tu fasses ça. Puis que je n'ai pas besoin de le faire moi-même. Là. Ça me procure tellement de bonheur. Là. En ce moment, je ne gagne pas une scène. Genre, je fais juste payer. Là. Je suis aucunement rentable. Mais astifie que ça me fait du bien de te regarder puis de constater à quel point j'ai pas besoin de faire ça. Puis ça me rend tellement heureux, tu peux pas savoir. Fait que genre, pour moi, ça valait 350$ easy. Pour quelqu'un d'autre, c'est comme, ben, moi, je l'aurais fait, puis genre, ça aurait comme été, c'est sûr, je vais faire ça, puis comme je ne paierais pas 350$. Mais moi, ça valait la peine. Pour ça, c'est tout, c'est du cas par cas, chaque personne est différente, OK? Mais moi, même si financièrement parlant, ça n'a pas été rentable, j'ai été très satisfait émotionnellement. Puis ça aussi, c'est important. OK? Fait que le coût de renonciation, c'est pas juste financier. OK? Puis dans le fond, je pense que le point le plus important, OK, avec le coût de renonciation, c'est de le calculer avec le rendement. Parce que si je reviens à mon exemple de voiture neuve de tantôt, que j'ai payé 30 000$ de plus pour une voiture, OK? Pour le même besoin qui est de me déplacer du point A au point B, puis que je ne suis pas un maniaque de char, puis comme on disait que c'est juste pour le côté utilitaire de la chose, bien, le 30 000$ que j'ai mis de plus sur mon char, je n'ai pas pu l'investir. Fait que si je l'avais investi, ce 30 000$-là, mettons, pendant les 30 prochaines années, mettons que j'avais pas besoin de mon argent pendant les 30 prochaines années, exemple, bien, en bout de ligne, dans 30 ans, ce 30 000$-là aurait valu 240 000. OK? Fait que ça veut dire que ta voiture neuve, elle ne t'a pas coûté 50 000. Elle t'a coûté 240 000 dans 30 ans que tu n'auras pas. Fait que si tu es conscient de tout ça, puis que tu es à l'aise avec ça, puis que ça ne change rien d'avoir 240 000 de plus dans 30 ans parce que tu es déjà multimillionnaire ou que tu vas déjà être multimillionnaire selon tes calculs que tu as faits, puis que quand même que tu auras 200 000 de plus, ça ne change rien pour toi, ben achète-le ton char, tu comprends? Il n'y en a pas de problème. C'est bien correct. Il y a un problème quand les gens, mettons, ils achètent des affaires à chaque année pour, on va dire, des affaires inutiles. Fait que, mettons, une voiture neuve une fois de temps en temps, aux 5-6 ans. Après ça, mettons, des choses inutiles. Fait que là, imagine à chaque année que tu as un 4, 5, 6, 7 000 que tu dépenses, on va dire, inutilement, qui ne t'amène pas tant de valeur dans ta vie aujourd'hui, puis fais ça pendant 30 ans. Puis là, les gens arrivent, mettons, à 55, 60 ans, puis ils sont comme, hey, Colin, si j'avais 400 000 de plus, ça irait bien. Pour vrai, là, je serais capable d'arrêter de travailler, puis tout serait correct. Mais le 400 000, il était juste dans ces petites affaires-là, puis qui n'ont pas fructifié avec le temps. OK? Fait que c'est juste ça, dans le fond. Fait que les gens, souvent, ils vont sacrifier leur liberté future, qui est la chose la plus importante pour eux autres, mais que des fois, ils ne savent pas ou ils ne prennent pas conscience tout de suite, pour des choses qui amènent très peu de valeur dans leur vie. Puis, comme exemple, une voiture neuve, parce que ça revient tout le temps à ça. T'sais, quand tu as rencontré quelqu'un à 50 ans qui n'a pas une scène, qui est endetté, puis qui a payé des chars neufs toute sa vie, il est comme, pour vrai, mes chars neufs, ils m'ont jamais apporté la valeur et le bonheur que ma liberté m'apporterait aujourd'hui. Fait que les gens le regrettent tout le temps. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a 50 ans et plus, qui n'a pas une scène, que tout est endetté, qui me fait comme, ah, moi, je suis vraiment bien, je suis très heureux, puis je vis ma best life. Comme personne, ça n'a jamais arrivé. Tout le monde a des regrets. Okay? Fait que c'est pour ça que le coût d'opportunité, quand tu le calcules avec le rendement, c'est que ça te permet de mettre les choses en perspective. Puis moi, on s'entend, je suis pas là pour que tu dises, bon, ben là, mon café à 4 piastres, ça vaut 16 piastres dans 30 ans. Puis que, non, OK, va pas là. J'en sais, c'est pas ça que on veut pas le pousser à l'extrême. C'est juste que tu vas être conscient de, OK, si j'achète de quoi, je le sais à quoi que je renonce plus tard, je n'aurai pas cet argent-là plus tard, puis je suis conscient, puis c'est bien correct. Ben, c'est parfait. Achète-les, tu comprends? C'est juste que la majorité des gens ne sont pas conscients, ils ne savent pas vraiment combien que ça leur coûte sur le long terme avec ce qu'on vient de discuter. Fait que là, ils prennent une décision, mais sans être en connaissance de cause. OK? Fait que c'est juste ça. C'est juste ça le coût d'opportunité. Fait que c'est important de juste se mettre ça en perspective pour prendre des meilleures décisions. OK? Fait qu'en bout de ligne, dans le fond, ce que je veux que tu retiennes, c'est pas compliqué, c'est que tu veux connaître le coût réel pour savoir si tu es prêt à payer ce prix-là. OK? Puis si tu es à l'aise avec le prix, il n'y en a pas de problème. Comme je disais, si tu le sais que ça te coûte 240 000 dans 30 ans puis que ça ne change rien pour toi, parfait, achète-les ton char bien beau. OK? Puis, comme je disais, le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas combien ils vont payer puis combien que ça leur coûte sur le long terme. Fait que
ils sont pas capables de prendre une décision éclairée. Fait que là, maintenant, quelqu'un qui écoute ça, ben, il est capable de dire, ouais, OK, dans le fond, c'est vrai, c'est pas juste aujourd'hui, c'est ce que j'aurais pu faire avec cet argent-là. OK? Fait que c'est juste ça que je voulais dire. Là-dessus, je vais aller dans la section des commentaires, puis si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là, ou même si vous avez d'autres questions, là, je peux prendre une badge de questions aussi là, en ce moment. Je vais aller checker ça. Hop. Ça c'est bon, je suis là, tout est OK, ça c'est beau, parfait. Salut Myriam. Salut Sandra. J'aimerais tellement parler de stratégie d'investissement personnel possible en privé. Est-ce possible? Christiane, si tu veux de la consultation privée, oui, c'est possible. Tu as juste à m'envoyer un message. Puis on pourra se parler. Et oui, ça peut être possible. J'ai des plages que j'ouvre à chaque mois. J'ai des plages limitées, mais dans le fond, oui, c'est possible d'avoir de la consultation. Je serais curieux de voir un comparatif entre un plombier électricien qui se forme directement en sortant du secondaire et qui investit un bon pourcentage de son salaire dès le départ versus un médecin qui commence à travailler et investir 10 ans plus tard, DEP, doctorat. Ouais, OK, ben écoute, c'est bon ce que tu dis dans le fond, Gabriel. Puis en fait, je vais répondre à ta question parce que je l'ai déjà fait un petit peu le calcul. Dans le fond, dans le cas d'un médecin, OK, ça va se rebalancer, OK? Parce que le médecin, je veux dire, son salaire va être très élevé. Il va avoir des avantages également fiscaux, puis tout, tu sais, s'il s'incorpore, puis il fait des stratégies, tout le kit. Fait que je veux dire, ça va vraiment le rebalancer, OK? Fait que quelqu'un, mettons, avec un DEP qui travaillera, on va dire, une job standard, qui n'est pas en business ou quoi que ce soit, genre, le médecin va clairement rentabiliser ses études, puis en bout de ligne, avoir gagné plus d'argent, puis avoir investi plus d'argent, on s'entend, s'il gère bien ces choses. Fait que c'est mieux pour un médecin, dans le cas d'un médecin, d'aller aux études, le retour sur investissement est meilleur. Par contre, avec ce que tu dis, c'est super bon parce qu'il y a beaucoup de jobs que tu vas aller 3-4 ans à l'université. Puis c'est là, des fois, où j'ai un petit problème avec le système, on va dire, traditionnel d'éducation, c'est qu'il y a tellement de cours, il y a tellement de possibilités que oui, ça te donne un diplôme, mais c'est pas les diplômes qui donnent toute la même affaire en sortant, là, tu comprends? Fait que c'est comme il y en a qui vont avoir passé 4 ans à l'école pour gagner en bout de ligne moins que quelqu'un qui aurait fait un DEP. Puis c'est là qu'il y a un énorme coût d'opportunité parce que si tu es vraiment passionné de quelque chose, puis tu tripes sur un métier, puis tu n'as pas le choix d'avoir ton papier pour l'exercer, puis tu le sais que tu pourrais gagner plus avec d'autres options, mais que tu le fais vraiment comme par passion, puis que tu tripes, puis que genre c'est ta best life, c'est bien correct, là, on ne parle pas de ça. Je parle vraiment de quelqu'un des fois qui va aller à l'université ou qui va dire je vais prolonger mes études pour aller chercher, mettons, un diplôme pour avoir mieux, mais qu'en bout de ligne, c'est pas tant mieux que s'il avait fait un DEP. Tu sais, par exemple, il y a des gens qui travaillent dans le Nord comme mineurs, tu sais, qui gagnent 200 000 par année là, tu sais, avec un DEP. Il y a des électriciens ou du monde qui travaillent en construction qui vont gagner 70, 80, 90 000. Puis il y a des jobs universitaires qui commencent à 50, 60 ou 70, puis que c'est long avant de se rendre à 90. Tu sais, fait que tout dépend de tes skills, mais clairement que, dans le fond, la bonne personne peut gagner beaucoup plus d'argent que ce soit avec un DEP ou avec un bac, ça dépend de la personne. Tu sais. Puis, il y a tellement de monde qui ont beaucoup de diplômes, mais qui finalement qui gagnent pas beaucoup d'argent. Puis, genre des étudiants cassés ou des gens qui sont super connaissants cassés, il y en a plein. OK? Puis, des gens qui n'ont pas beaucoup d'études ou qui ont un DEP, souvent, ça va faire des super de bons entrepreneurs ou des gens qui vont avoir des business ou qui sont habitués justement que ça soit comme plus dur, qui sont habitués de grinder. Puis là, ben, à long terme, ça va être les gens qui vont faire comme les meilleures choses financièrement parlant pour bien du monde, ça va être ça. T'sais. Puis il y en a que ce ne sera pas ça, ils vont faire un DEP puis finalement, ça ira pas bien. Mais je veux dire, souvent, des bons entrepreneurs, c'est pas nécessairement eux autres qui ont les plus longues études, puis souvent, c'est eux autres qui vont être capables de gagner beaucoup d'argent à long terme. T'sais, les entrepreneurs ont souvent un peu le même genre de parcours. Là, s'ils n'aimaient pas trop l'école, ils ne se sentaient pas à leur place. Puis finalement, ils ont créé des business, puis ils sont multimillionnaires, puis c'est comme, c'est fou. Là, puis, fait que les études, dans bien des domaines, ça ne garantit pas pantoute une meilleure vie financière, surtout si tu n'es pas capable de bien gérer ton argent. T'sais, moi, je prends quelqu'un qui fait un DEP, mais qui a une bonne gestion de ses finances versus
n'importe qui va à l'université puis qui gère ça tout croche. Genre, demain matin, tout le temps. C'est sûr, c'est sûr. J'ai tellement vu ici du monde qui ont 4 diplômes sur le mur puis ici sont cassés. Il y en a plein. Là. Fait que c'est ça. Fait que tout dépend de la personne. Euh, Plombier et électricien sont des métiers d'avenir. Ça doit s'équivaloir pas mal. Ouais, effectivement, c'est Elon Musk ou c'est. Non, c'est qui disait ça? C'est le président d'NVIDIA ouais, qui disait ça. Puis effectivement, ça va tellement avoir de la demande. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de métiers manuels qui vont redevenir plus en mode puis plus payants parce qu'il va y avoir une grosse demande, justement. Puis tu sais, c'est tellement des skills en ce moment que les jeunes n'ont pas développé parce que justement, ils veulent plus être du côté techno, ils veulent plus être du côté travailler sur un ordi, nanana, qu'il va y avoir une grosse opportunité de gens qui vont pouvoir développer ces skills-là manuels, puis il va y avoir de la job là-dedans, c'est officiel parce qu'il va y avoir de la demande. Là. Plombier, ça c'est bon. Fait que ça, j'ai fait le tour de ça. Ah, j'ai adoré ton vidéo quand tu as expliqué clairement la différence entre investir en REER à partir de 20 ans pendant 40 ans à 400 par mois pour atteindre le million versus celui qui commence à 35, ça lui coûterait 1300$ par mois pendant 25 ans pour atteindre le même résultat. Clairement, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent trop tard. Ouais, ben écoute, c'est pour ça que je fais le contenu, puis c'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est pour essayer de réveiller le plus de monde possible parce que, tu sais, moi, en tant que plan fin, je suis pas mal un des seuls spécialistes qui a vraiment comme accès à toute la situation complète du monde. T'sais. Fait que quelqu'un qui travaille dans le crédit aussi va avoir accès à toutes les finances au complet. Mais tu sais, dans le fond, des fois, tu as des gens, mettons, le comptable, il n'aura pas nécessairement accès à tout ou il ne demandera pas tout. Fait que tu sais, quand tu es plan fin, tu as la vue d'ensemble. Fait que tu passes vraiment un scan complet sur la situation des gens. Puis moi, je le vois, mettons, quelqu'un à 45, 50. Fait qu'autrement dit, moi, là, si tu as 30 ans en ce moment, je le sais que si tu fais telle ou telle décision, c'est où que ça va te mener dans 15-20 ans parce que je l'ai déjà vu. Fait que moi, tout avec le contenu et tout ce que je fais, j'essaie juste de faire en sorte que les gens puissent. J'essaie d'amener le toi dans 20 ans aujourd'hui pour que tu puisses le réaliser. Fait comme, hey shit, c'est vrai, là, je m'en vais là dans le fond si je ne change pas mes comportements, mes habitudes. Fait que c'est juste ça que j'essaie de faire parce que les gens ne se projetteront pas dans le futur par eux autres mêmes. Puis l'humain n'est pas fait comme ça. C'est juste comme on est habitué d'être en mode survie puis tout ça. Fait que c'est normal de ne pas penser dans 20 ans. C'est pas concret, c'est trop abstrait. Fait que moi, j'essaie juste de comme faire hey, check, puis donner des points, des arguments, des statistiques qui font que, OK, quelqu'un, c'est genre, ouais, OK, là, je catch. Là. Puis là, après ça, il change ses comportements puis ses habitudes. Fait que c'est tout ce que j'essaie de faire parce que je le sais que c'est la clé. C'est de peser sur le bon piton pour que quelqu'un déclenche quelque chose. Puis là, après ça, à partir de 30 ans, il est comme, oh, OK, là, let's go. Là. Puis si idéalement, à 25 ou 19 ou 20 ans, il le fait, c'est encore mieux. Mais c'est vraiment ça que j'essaye de faire. Tu devrais en parler à l'école de Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est sûr. Écoute, l'intérêt composé à chaque fois que je m'en vais dans une école, c'est tout le temps la première affaire que je parle quasiment. Fait que ça, c'est sûr. Quand je m'adresse à du monde de moins de 30 ans, c'est tout de suite l'intérêt composé. C'est ce qui allume le plus. Là. Fait que c'est sûr que je vais le faire. Ne t'inquiète pas. J'en fais partie, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire qui dit chaque petit geste compte, il ne faut pas se laisser abattre. Absolument. Il n'est jamais trop tard, mais il n'est jamais trop tôt. Fait que je veux dire, là, en ce moment, il faut que tu réalises, bon, OK, je pars de là, puis comme, OK, oui, j'aurais pu commencer avant, mais je ne l'ai pas fait, mais ça ne donne rien de virer le fer dans la plaie, puis juste comme te culpabiliser, puis ça mènera à rien. Fait que c'est juste, bon, OK, j'aurais pu commencer avant, je ne l'ai pas fait, parfait, j'avale ma pilule, c'est réglé. Maintenant, je focus sur maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que je ne le regrette pas encore dans 10 ans. T'sais, là, maintenant, tu as le choix. T'sais. Fait que là, si dans 10 ans, tu n'as rien fait, là, tu pourras encore plus te culpabiliser parce que là, tu avais l'information et tu ne l'as pas faite. Avant, tu n'avais pas l'information. Des fois, c'est à cause de ça que tu n'as pas passé à l'action. Mais là, maintenant, tu l'as l'information. Fait que si tu ne passes pas à l'action, ben là, c'est 100% de ta faute. J'aimerais que tu élabores sur la différence des actions de croissance versus des actions de dividendes pour des gens avec un horizon de placement de plus de 20 ans. Écoute, dans le fond, ça dépend tout simplement de ta stratégie d'investisseur puis ce que tu aimes, parce qu'un mix des deux peut être excellent. 100% dividende peut être excellent, 100% croissance peut être excellent. Mais dans le fond, ce qui est important, c'est toujours de regarder les compagnies que je détiens, les actions, dans 20 ans, je juge-tu que ça va être encore des bonnes compagnies? Puis, je les aime-tu? Fait que si tu investis dans des fonds, par exemple, qui investissent dans ces compagnies-là,
ben, tu sais, c'est bien correct. Puis d'avoir un mix des deux, tu sais, comme je te disais, moi, j'ai vu beaucoup de portefeuilles de gens, mettons, qui ont de l'argent, puis ils ont tous des blue chips, puis tu sais, des compagnies, tu sais, ou des fonds qui versent des dividendes. Puis je veux dire, les dividendes, c'est un revenu régulier. Fait que quand ça va moins bien dans certaines périodes de baisse, ça tire. Parce que c'est bien beau d'avoir des actions de croissance, OK? Mais si ça plante, là, puis que ton action de dividende a été plus pépère, mais qu'elle plante moins, puis qu'elle te verse des dividendes en plus pendant le temps que ça va moins bien, bien tout ça peut revenir, tout se rebalancer, tu comprends-tu? Fait que, en bout de ligne, des fois, les actions à dividendes, dépendamment à quoi que tu compares, ça peut avoir été très bon également sur le long terme. T'sais. Fait que c'est pour ça que je te dis, il n'y a personne qui sait c'est quoi qui va se passer, puis il y a tellement de choses que d'avoir une diversification totale de portefeuille, fait que d'avoir des actions de croissance, mais également des actions à dividendes, ça peut être un bon mix. Puis, un exemple que j'aime bien, mettons, parce que souvent les gens vont parler actions, parce qu'il y a une nuance qui est importante à faire. C'est pas parce que tu es 100% en action, puis que tu es full risque, mettons, que tu vas faire plus de rendement nécessairement. Parce que, en le sens que si tu es 100% en action, puis que c'est toutes des compagnies genre de broche à foin, puis c'est toute de la merde que tu as acheté, ben, quand ça va planter, ça va tout planter, tu comprends? Fait que tu ne feras pas plus d'argent même si tu es 100% en action. Mais si tu es 100% en action de compagnies solides, ben là, oui, à long terme, ça va être plus payant probablement que d'avoir eu, mettons, d'autres types de produits d'investissement. Mais dans le fond, il y a une nuance qui est importante. Hein? C'est pas parce que tu es 100% en action que c'est automatiquement plus payant. Ça dépend c'est quoi tes actions. C'est quoi la qualité de tes actions. Ça, c'est vraiment important. Puis, quand tu as des actions qui versent des dividendes, bien, souvent, c'est des compagnies qui sont assez solides. C'est des compagnies de qualité. Donc, ça fait en sorte que quand ça va moins bien, ben, ça brasse moins. Puis, tu sais, un exemple que j'aime bien pour montrer ça, c'est que des fois, tu vas poser la question comme lequel portefeuille tu vas choisir. Mettons, il y en a un qui fait plus 10, moins 10 sur un an, 2 ans, dans le fond, plus 10, moins 10. Puis il y en a un autre qui fait plus 50, moins 50. Lequel tu prends? Fait que la plupart du monde, là, souvent, ça va être, ben, peu importe, c'est la même affaire, plus 10, moins 10, puis plus 50, moins 50, c'est comme c'est pareil. Mais la réalité, c'est pas ça. Parce que si tu fais plus 10% sur 100 000, mettons, tu fais plus 10, tu es à 110, tu fais moins 10, tu es à 99. Mais si tu fais plus 50, tu es à 150, moins 50, tu es à 75. Fait que tu es à 24 000 de moins à la deuxième année. Fait que la première année, tu as l'air d'un king. Tu es comme tu dis à ton beau-frère, hey, si tu check mes actions de croissance, ils ont 40 000 de plus que toi. Si toi, avec ton portefeuille de dividendes, check ça comment c'est de la marge, j'ai fait 40 000 de plus que toi. Puis l'année d'après, bang, il arrive un crash, tu perds 50. Là, c'est ton beau-frère qui est comme, ben, finalement, c'est pas si pire que ça, mes actions à dividendes. Il est à 24 000 de plus que toi. T'sais. Fait que c'est pour ça que c'est bien beau d'avoir des actions de croissance, mais il faut, un, que tu aies quand même des actions de qualité, puis deux, ben, comme je disais, c'est bien beau de faire des gros gains, mais s'il arrive des grosses pertes, puis qu'en plus, tu réagis mal dans les pertes, puis que tu fais plein d'erreurs émotives, là, c'est encore pire. OK? Fait que le plus important, c'est d'avoir un portefeuille qui va te permettre d'être sûr que tu ne feras pas des mauvais moves quand ça va aller mal, puis quand ça va baisser, puis que tu paniqueras pas. Fait qu'il faut que tu trouves un portefeuille que tu vas être capable d'avoir une répartition d'actifs qui te permet de tolérer la volatilité, puis d'atteindre des niveaux où tu es sûr que tu ne feras pas d'erreur, puis tu vas vouloir tout sortir quand ça va mal. C'est vraiment ça le plus important. Puis ça, l'allocation d'actifs est différente pour chaque personne. À 32 ans, es-tu trop tard pour investir en réel? J'aurais voulu savoir ça plus tôt. Écoute, il n'est jamais trop tard, comme on disait tantôt. Puis le nombre de personnes que j'ai entendu dire avoir su, ou Colin, que j'aurais aimé savoir ça avant, c'est exactement pour ça que je fais ce que je fais. J'ai tellement entendu ça dans ma vie que je me dis, ben là, moi, essayer de faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible qui allume le plus tôt possible. Là. Fait que c'est exactement pour ça que je fais ça. Fait que, écoute, t'es vraiment pas tout seul. Puis non, à 32 ans, il n'est pas trop tard. T'as encore bien du temps en avant de toi. Fait que stresse-toi pas avec ça, puis commence dès maintenant. C'était le meilleur temps, c'était hier, mais là, le deuxième meilleur temps, c'est aujourd'hui. OK? Fait que, let's go. Salut Fred, fais-tu des conférences qu'on peut aller voir? Je fais des séminaires en entreprise, puis je fais des conférences des fois dans les écoles ou dans des événements. Puis sinon, ben, je vais avoir des bootcamps qui vont commencer l'année prochaine, genre des fins de semaine intensives là, de 2 jours. Puis ça va être pas mal les seules fois que je vais être comme en présentiel. Fait que ça va être 2 jours intensifs que genre la formation que je vais sortir,
en ligne, ben, je vais également la faire en présentiel, mais sous forme de bootcamp, où il va y avoir des exercices aussi qu'on va faire ensemble, puis comme tu sais qu'on va plus loin un peu que juste, mettons, en ligne. Fait que ça va être pas mal la seule façon de pouvoir voir, mettons, de quoi en présentiel, ou sinon des conférences, comme je disais, dans des événements, ou des séminaires en entreprise. Fait que, mettons que tu travailles à une place, tu es comme, hey, crème, je pense que ça pourrait être pertinent que Fred vienne nous jaser. Tu en parles à ton boss, tu me mets en contact avec, puis on peut organiser un séminaire, puis je peux aller dans le business pour jaser avec toi puis tes collègues. Après, je me demandais, tu as une idée de répartition de budget? Certains disent 50 besoins essentiels, 50... ouais, écoute, j'en parle justement du budget, c'est mon prochain sujet. Fait que je te reviens avec ça. Si jamais tu parles d'immobilier, que tu connais ça, j'aimerais ça t'entendre parler de la revente de promesses d'achat. J'entends parler de ça, mais on dirait que je trouve ça louche. Écoute, j'en parlerai pas à soir, puis en immobilier, il y a bien des façons d'être créatif, OK? Fait que je veux dire, tout est possible en immobilier, il faut juste que tu fasses bien les choses. Puis je pense que la meilleure chose que tu peux faire, c'est de t'entourer de gens qui ont déjà de l'expérience là-dedans, puis qui sont bons là-dedans, puis qui peuvent vraiment comme t'encadrer comme il faut. Puis justement, si tu sens que ça a l'air louche, c'est peut-être pas que les bonnes personnes, OK? Fait que comme, assure-toi que tu es avec du monde, que tu le sens, que ton gut feeling te dit OK, c'est beau, ça a du sens, puis que tu comprends quand tu t'expliques. Puis, mais en immobilier, il y a plein de façons de faire plein de choses. Fait qu'il y a vraiment, vraiment de la belle créativité à avoir, mais il faut que ce soit bien fait, évidemment. Puis pour ça, ben, comme je te dis, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Vas-y pas sur REER, va-t'en sur CELI. Ça dépend du revenu, puis ça dépend de bien des choses. Là, fait que je n'irai pas dire quelque chose d'aussi simple que ça, parce que ça dépend de plusieurs facteurs. Si j'ai des REER collectifs avec le travail, je mets environ 10 de mon salaire. Je questionne le bienfait des REER par rapport au CELI. Je serais prêt à donner 5 de plus de mon salaire pour commencer à en mettre dans un CELI. La question que je me pose, c'est est-ce que je mets trop de REER et je devrais en mettre plus dans le CELI? Tu mets 10 de mon salaire, tu gagnes 80 000 par année. OK, ben dans le fond, gars, je vais répondre à ça, la question de ces REER. J'ai fait plusieurs clips dernièrement sur mes réseaux là-dessus, mais je vais comme le résumer le plus simple que je peux. Dans le fond, le REER, OK, c'est plus avantageux que le CELI si ton taux d'imposition, quand tu vas le sortir plus tard, est plus bas. OK? Fait que c'est-à-dire que si tu gagnes 80 000 par année, OK, puis tu descends ton salaire jusqu'à 56 000 à peu près, donc que tu prenais, mettons, 24 000 de REER, tu vas sauver 37 d'impôts sur ce 24 000-là. OK? Fait que mettons que tu sauves 10 000 d'impôts, pour faire ça simple, OK? Mettons, tu sauves 10 000 d'impôts, bien là, tu as 10 000 que tu peux réinvestir et refaire travailler pour toi. OK? Fait que quand tu vas arriver plus tard, dans le fond, tu as 34 000, autrement dit, qui travaillent pour toi dès maintenant. OK? Fait que quand tu vas arriver plus tard, puis que tu vas sortir ton REER, si tu es stratégique et que tu le sors d'une façon intelligente, ben tu peux t'arranger pour que ton taux d'imposition, au lieu d'être à 37 il soit, mettons, à 27 Fait qu'il soit à 10 de moins. Fait que là, ça veut dire que quand tu vas ressortir le même montant éventuellement de REER, ben, au lieu de payer 10 000 d'impôts comme tu as reçu quand tu as cotisé, ben, tu vas payer, mettons, 7 000 ou 8 000 d'impôts. Tu comprends? Tu vas payer 10 de moins. Fait que ça, c'est comme, ça va te permettre de pouvoir garder plus d'argent pour toi. Tandis que le CELI, lui, dans le fond, c'est que si tu mets 24 000 dans ton CELI, ben oui, tu ne payes pas d'impôts plus tard quand tu le sors, mais tu n'en as pas reçu non plus au début. Fait que tu n'as pas eu un 10 000 de plus que tu peux refaire travailler dès maintenant. Fait que c'est pour ça que la nuance qui est importante à comprendre avec le REER et le CELI, tout dépend de comment tu vas décaisser ton argent plus tard. Parce que, puis la règle qu'il faut que tu retiennes, la règle, on va dire facile, là, du pouce, là, c'est si ton taux d'imposition il est plus bas quand tu sors l'argent qu'au moment que quand tu l'as cotisé, le REER est plus avantageux. Si le taux d'imposition est pareil au moment que tu le cotises et au moment que tu le ressors, REER, CELI, c'est pareil. Si ton taux d'imposition est plus élevé quand tu vas sortir ton REER que quand tu l'as cotisé, ce qui serait quand même rare ou qu'il faudrait vraiment que tu ne sois pas stratégique, bien là, le CELI est plus payant. OK? Fait que comme je te dis, tout dépend de comment tu vas le décaisser ton argent. Fait que si en ce moment tu mets 10 à peu près de ton revenu en REER, ce qui représente 8 000 mettons que tu gagnes 80,
ben, tu pourrais en prendre encore, genre un 13-14 000 de plus. Là. Tu comprends? Pour te dropper jusqu'à 56-57 000 parce que tu es à 37 tout le temps. Fait que tant que tes REER ne sont pas maximisés, si ton objectif, c'est vraiment la retraite, l'indépendance financière, puis que tu fais travailler ton argent pour du long terme, le REER va être mieux à cause de ce que je viens de t'expliquer. OK? Mais si tu veux sortir ton argent dans 1 an ou 2, ben là, clairement, c'est comme mêler dans le CELI. OK? Là, je parle vraiment que tu veux sortir ton argent juste dans plusieurs années, puis t'arranger pour que ton taux d'imposition soit plus faible plus tard, puis tout ça, puis être stratégique. Là, le REER va être plus avantageux. Fait qu'autrement dit, pour toi, avec ce que tu me dis, là, j'ai pas tout ton dossier, mais juste comme avec ce que tu me dis là, tant que ton REER n'est pas maximisé, ben, tu mets le plus que tu peux en REER jusqu'à maximum 24 000 avec le salaire que tu me dis là, 80 000 dans le fond, parce que si tu prends plus que ça, tes autres 1000 supplémentaires que tu vas prendre ne seront pas autant payants que ton premier 24 000. Fait qu'après ça, tu vas tomber à moins que ça. Fait que c'est pour ça que si, exemple, cette année, tu pouvais placer 50 000, tu viens de recevoir un héritage, ben, tu pourrais mettre 24 000 en REER, puis la différence dans le CELI. Puis l'année d'après, là, tu pourrais revirer ton CELI dans le REER, mettons, puis aller mettre un autre 24 000 pour que tu restes tout le temps à 37 d'impôt puis que ça reste là où c'est le plus payant pour toi, là, ton économie d'impôt. J'espère que ça répond à ta question. Il n'est jamais tard, j'ai débuté à 34 ans, je mets 5 000 par mois sur SP500. Écoute, 5 000 par mois, c'est excellent. Fait que let's go. 60 000 par année, si tu mets ça pendant un bout, ça ne sera pas trop long, tu vas être millionnaire. Je suis pas très diversifié, pas mal Nvidia pour le moment, avec 2 actions à dividendes. Je pense splitter un peu, mais pas mal dans le même courant, c'est-à-dire les AI, genre Google, risqué ou rentable sur 10 ans. Écoute, moi, je ne fais pas de recommandations sur des actions individuelles parce que, je veux dire, je l'ai dit souvent, je suis assez intelligent pour savoir que je ne suis pas assez intelligent. Donc, je veux dire, ton avis vaut autant que le mien. Moi, personnellement, j'achète quasiment pas d'actions individuelles parce que je le sais que sur le long terme, mes chances de faire plus de rendement que d'avoir tout simplement acheté des FNB indiciels sont très, très minces. Fait que moi, je préfère avoir la majorité de mon argent dans des FNB indiciels, pas me casser la tête puis faire le rendement que le marché va me donner, puis acheter quelques actions peut-être un petit peu s'il y a des compagnies que j'aime vraiment, que je veux détenir plus. Ben OK, mais sinon, la majorité de mon argent, je la mets dans des FNB indiciels puis tout ça. Fait que tu sais, je pense que pour la plupart des gens, d'avoir un portefeuille vraiment simple et pas se casser la tête, ça va être le plus efficace à long terme pour la grande majorité des gens. C'est-tu mieux d'acheter une maison d'ici 2 ans ou attendre 10 ans pour acheter cash? OK, ben c'est quand même une bonne question. Écoute, dans le fond, tout dépend de quelle maison que tu vas acheter puis de comment. Parce que, en fait, dans le calcul que tu fais là, ce qui est important, c'est qu'il y a 2 choses. La première, c'est que si tu achètes une maison dans 2 ans et que tu ne payes pas cash, donc que tu payes financé, c'est que si tu calcules, mettons, ce que tu as mis versus la prise de valeur de ta maison, ben l'avantage de l'immobilier, dans le fond, c'est que tu n'es pas obligé de mettre 100 de l'argent. C'est que tu peux mettre, par exemple, 20 de mise de fonds, mais tu vas quand même prendre, fait que tu as mis, exemple, sur une maison de 500 000, tu as mis 100 000, mais tu vas quand même prendre la valeur sur le 500 000 au complet. Okay? Fait que c'est ça l'avantage de l'immobilier. Tandis que si tu veux acheter 500 000 d'actions, il faut que tu achètes 500 000 d'actions cash. C'est comme tu ne peux pas acheter juste 20 okay? Fait qu'il faut que tu achètes au complet. Fait que l'immobilier, c'est ça l'avantage. Puis dans le fond, c'est que si tu attends 10 ans, c'est comme, oui, tu vas l'avoir payé cash, tu vas sauver de l'intérêt, mais si ta maison, dans 10 ans, au lieu de coûter 500, elle coûte, mettons, 1 million, ben c'est comme que tu as été avantagé, tu sais, probablement pas, tu comprends. Fait que c'est pour ça qu'une maison, un peu comme j'expliquais l'autre fois, c'est comme, il faut que tu l'achètes quand tu es prêt, quand tu es rendu là, puis il ne faut pas que tu l'achètes pour une raison strictement financière, OK? Parce qu'une maison, à la base, ça coûte plus cher, mettons, pour te loger que, exemple, être locataire. Si tu fais d'autres choses avec la différence que tu sauves en étant locataire, ça peut être plus payant pour toi à long terme d'avoir d'autres investissements que juste une maison. Fait qu'une maison, c'est pour ça qu'il faut que tu l'achètes pour des raisons, on va dire, plus émotionnelles, c'est-à-dire, je le sais que ça me coûte plus cher, mais je trouve ça le fun de juste payer, mettons, ma maison, puis que j'ai quand même une partie qui se rembourse, j'ai pas besoin de penser à mettre ça de côté. Puis, après ça, en plus, j'ai le terrain, j'ai un sous-sol, j'ai un garage, j'ai la qualité de vie qu'une maison amène qui est important pour moi. Ben, mettons que c'est ça, parfait, achète-la la maison, comme c'est bien correct. Puis je te recommande de mettre probablement, idéalement, si tu es capable, le 20 pour sauver
la SCHL, parce que ce que tu sauves en SCHL, c'est souvent du rendement garanti. Puis en même temps, ça diminue ton risque aussi parce que tu as mis plus de mise de fonds. Puis tu payes moins d'intérêt, puis tout le kit sur le long terme aussi. Donc, bref, c'est bon de payer de mettre 20% dans l'idéal. Mais tu sais, encore une fois, quand je disais que ça va dépendre de la maison, c'est que si tu as acheté une maison qui, exemple, je vais y aller extrême, mais tu sais, tu achètes une maison dans 2 ans tu l'as payé 500 000, mais elle en vaut genre 400. C'est le gars, il t'a vraiment comme eu solide, là, genre, c'est comme ça vaut pas ça. Ben, tu sais, ça ne te donne rien de te presser d'acheter, OK? Mais à l'inverse, si c'est ton grand-père qui te fait un deal puis que la maison, il t'en vend 200 au lieu de 400, ben, je veux dire, c'est comme t'attends pas, c'est comme tu l'achètes là, tu comprends? Genre, tu fais 200 000 de profiter à l'achat. C'est un exemple extrême, mais c'est pour que tu comprennes bien, tu comprends? Fait que tout dépend de la maison, de ta situation, de tes objectifs, tu sais, c'est vraiment ça. Fait que c'est pas automatique, mais je pense, mettons, je pense, pour répondre à ta question rapidement, pour terminer avec ça, là, j'essayais de te donner le plus de détails possible, tu sais, mais en bout de ligne, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est comme ça ne sera probablement pas avantageux d'attendre, tu sais, comme 10 ans pour la payer cash. T'es mieux de l'acheter plus tôt, de profiter de la prise de valeur, puis de faire tes paiements, mais de t'assurer que ça reste dans ton budget et que tu l'achètes bien, OK? Mais comme attends pas de la payer cash dans 10-15 ans parce que la prise de valeur, probablement, ça ne reviendra pas avantageux d'avoir perdu cette prise de valeur-là, dans le fond. OK? Oui, surtout s'il a des enfants, REER, c'est merveilleux pour augmenter les allocations. Oui, absolument. Je n'ai parlé d'une autre vidéo, là, je n'ai pas parlé, mais très bon point. Tu sais, quand tu prends des REER, ça diminue le revenu familial. Fait que quand tu diminues le revenu familial, tes allocations augmentent. Puis vu que tes allocations augmentent, ben là, c'est là que tu es capable d'avoir plus d'argent pour faire plein d'autres choses. Fait que c'est juste comme vraiment, vraiment avantageux de faire des stratégies REER pour diminuer le revenu familial, pour être en mesure de booster les crédits sociaux-fiscaux et toutes ces affaires-là. Travailles-tu avec le prêt levier pour tes clients qui ont une forte tolérance au risque pour remplacer du placement en DCA, les taux d'intérêt? Moi, le prêt levier, je ne suis pas fan de ça. Écoute, non. Fait que je recommande pas de faire du prêt levier. Ça s'adresse à des gens qui sont vraiment à l'aise avec ça, puis qui comprennent ce qu'ils font, puis des investisseurs un peu plus expérimentés. Je te dirais la seule exception que, mettons, j'utiliserais de l'argent pour emprunter de l'argent pour investir. Je l'avais parlé l'autre fois, ce serait pour investir dans ta business ou pour investir en immobilier puis de bâtir un parc. Ça, c'est bien correct si c'est bien fait, encore une fois. Mais sinon, prêt levier pour acheter des actions, la seule exception là, que moi, personnellement, je ferais, c'est, mettons, il arrive une estifie de grosse récession, puis c'est genre 50% de drop, puis comme tout est vraiment à rabais, c'est l'apocalypse, là. Ben, là, d'aller emprunter de l'argent pour acheter toutes ces actions-là pas chères, ça pourrait être, on va dire, viable, mais idéalement, tu ne veux pas avoir besoin d'emprunter de l'argent, tu es capable d'en réinjecter, mais tu sais, ça serait la seule fois que je dirais, OK, pour acheter des actions, si ça vient de dropper de 50%, c'est vraiment majeur. Tu veux profiter du Boxing Day, tu veux en acheter plus, c'est comme, je serais quand même à l'aise avec ça pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui comprend tout ce que ça implique de faire un prêt levier, évidemment. Tu achètes dans 2 ans et tu vends pour acheter mieux dans 8 ans. Maison résidentielle, bien sûr. Alors, tu payes plus d'impôts avec REER que CELI? Non, dans le fond, non. Si tu fais bien les choses, tu vas payer moins d'impôts avec le REER. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, okay, c'est que le CELI, quand tu mets de l'argent dedans, c'est de l'argent net. C'est de l'argent qui a déjà été imposé. Quand tu mets de l'argent dans un REER, il te redonne ton impôt que tu as payé sur le montant que tu as cotisé en REER. Fait que mettons que tu prends 10 000 de REER, tu vas recevoir 4 000 de retour d'impôt pour faire des chiffres faciles. Fait que techniquement, c'est 14 000 que tu fais travailler pour toi. Donc, c'est de l'argent brut que tu fais travailler. Puis quand tu le ressors après, ben, si ton taux d'imposition est plus bas, comme on disait tantôt, puis qu'au final, le gouvernement il te demande 3 000 au lieu de 4 000 que toi qui t'as donné au départ, ben, tu viens de garder un 1 000 supplémentaire que le CELI ne t'aurait pas donné, tu comprends? Fait que techniquement, tu as payé plus d'impôts avec le CELI, mais tu l'as payé au départ quand tu as cotisé dedans parce que c'est de l'argent net que tu as cotisé dans le CELI. Fait que c'est pour ça que, comme je disais tantôt, si ton taux d'imposition est plus bas, ça va être plus avantageux le REER. Puis si ton taux d'imposition est pareil au moment de la cotisation puis du retrait, ça va être CELI REER, ça va revenir au même. Peux-tu expliquer c'est quoi un FNB indiciel? Le FNB indiciel et SP500, pour l'obtenir, doit-on aller voir un conseiller à la caisse ou banque?
Ah, OK, ben je vais répondre à deux questions en une. Dans le fond, peux-tu expliquer, c'est un FNB indiciel, dans le fond, OK, c'est que dans le fond, mettons que tu as un indice boursier qui est le SP500, OK? Fait que le SP500, c'est les 500 plus grosses compagnies américaines. Fait que quand tu achètes un FNB indiciel, c'est que tu achètes un fonds qui reproduit un indice boursier. Fait que c'est un algorithme qui fait juste copier-coller des 500 plus grosses compagnies américaines à tel pourcentage, puis il fait juste mettre ça. Okay? Fait que l'avantage d'un FNB indiciel, c'est que vu que c'est un algorithme qui recopie, il n'y a pas d'intervention humaine, donc ça coûte pas cher. OK? Fait que c'est ça, un fonds indiciel, c'est que ça te permet tout simplement d'investir dans les 500 plus grosses compagnies américaines en faisant juste une transaction. Là, je dis américaine, mais ça pourrait être n'importe quel indice, ça, il y en a plein. Mais mettons qu'on prend cet exemple-là. Avec une seule transaction, fait que tu n'as pas besoin de faire 500 analyses, 500 transactions différentes. C'est comme one shot, one deal, c'est fini. Tu as investi là-dedans, puis c'est réglé. OK? Fait que c'est ça, un FNB indiciel. Ça te permet d'avoir le rendement du marché à très faible coût. Parce que dans le fond, si tu investis quelque chose qui recopie le marché, ben, tu vas faire le rendement du marché, moins les très faibles frais de gestion qui vont être associés à ce produit-là. Fait que tu vas faire le rendement du marché pour le moins cher possible. Fait que c'est ça l'avantage d'un fonds indiciel, c'est que ça permet à tout le monde d'avoir sa juste part du marché en faisant absolument rien, parce qu'on ne se cassant vraiment pas la tête. Et non, tu ne peux pas l'acheter, mettons, à la banque ou à la caisse, à moins que tu aies un conseiller qui est courtier et qui te l'achète, mettons. Là. Mettons que souvent, il faut que tu aies accès à quelqu'un qui gère des gros comptes, un 500 000, 1 million et plus, puis qui est courtier en valeur mobilière. Puis là, lui, il va pouvoir t'acheter ces fonds-là. Si tu lui dis achète-moi ça, il va pouvoir te l'acheter. Mais si tu veux l'acheter quand tu n'as pas beaucoup d'argent à la caisse ou à la banque, tu ne pourras pas avoir accès à ça. Si tu veux l'acheter, il va falloir que tu l'achètes toi-même en ouvrant tes comptes sur une plateforme de courtage. Puis, c'est ça. Fait que, dans le fond, tu peux aller commencer à regarder c'est quoi, faire tes recherches pour savoir, bon, ben, ça me convient-tu comme type de produit, puis je trouve-tu que ça a du bon sens pour moi. Puis, si c'est le cas, ben, quand tu veux l'acheter, ça se fait sur une plateforme de courtage. Tu viens parler, donnes-tu bientôt une formation là-dessus sur comment bien placer notre argent? Oui, absolument. Ma prochaine, dans le fond, ma grosse formation, elle sort en janvier. Puis ça va vraiment être comme une grosse formation, genre ça va être comme 15 heures de temps, puis vraiment, là, il va y avoir quasiment tout là-dedans. Je veux dire, on s'entend, là, je pourrais en parler 100 heures, puis il n'y aurait pas tout encore, mais je veux dire vraiment l'essentiel, là, le plus important à connaître sur les finances va être dans cette formation-là, puis je pense que ça va vraiment pouvoir aider énormément de gens à voir plus clair, puis à juste comprendre tout comment que ça marche, puis c'est ça. Fait que si tu aimes le contenu, c'est sûr que tu vas aimer ça, puis ça va être lancé en janvier, puis ça va répondre à toutes ces questions-là un peu qu'on est en train de jaser là. Merci de tes informations. J'ai commencé à te suivre, j'aime ton contenu. Si on continue dans les REER, j'ai placé dans PTF tout acte choix mon, OK, ce qui m'avait été conseillé par RBC, mais je me questionne si j'ai d'autres alternatives qui seraient plus avantageuses. OK, je ne ferai pas de recommandation de placement pour là. Je n'ai pas tout ton dossier. Il me manque trop de données. Fait que, écoute, ça peut être bon, ça peut être moyen, ça dépend de plusieurs facteurs. Fait que je ne répondrai pas à ça, malheureusement. OK, mais ça peut être bon. Si j'achète des actions de mettant en dollars américains dans mon CELI, à quelle fréquence le gouvernement pourrait-il considérer comme du day trading? Premièrement, des actions américaines dans ton CELI, il faut que tu fasses attention parce que quand tu as des dividendes, tu vas être imposé. Dans le fond, le CELI n'est pas reconnu aux États-Unis. Donc, quand tu fais du gain, ben, tu vas payer de l'impôt là-dessus. Fait que tu vas perdre l'avantage du CELI sur le dividende et tout ça. Fait que ça, c'est important de le savoir. Puis l'autre affaire, c'est, dans le fond, du day trading dans le CELI, il faut que tu en fasses. Tu sais, qu'il y ait quand même, j'ai pas de chiffre exact là, parce qu'il n'y en a pas là, qui existe de chiffre exact. C'est pas comme à 30 transactions dans un mois, t'es out, c'est pas de même. Là. Mais idéalement, tu ne veux pas faire beaucoup de transactions dans le CELI, puis tu veux pas. Fait que si c'est juste pour acheter des actions méta, puis genre que tu les achètes plusieurs fois, tu peux faire des transactions à tous les jours, il n'y a pas de trouble. L'important, c'est que tu ne fasses pas, mettons, achat, vente, achat, vente, achat, vente, puis qu'à chaque fois, c'est tout le temps des titres différents, tu comprends? C'est là que ça devient comme de la spéculation, puis c'est considéré comme du revenu d'entreprise, puis là, tu perds l'avantage du CELI. Mais si c'est juste pour acheter une action, puis tu veux en acheter à toutes les semaines, il n'y en a pas de problème. Exact. CELI est tax-free, REER te taxe en tabarnak. Non, c'est ça que je te dis, c'est si tu fais bien les choses, ton REER,
tu vas être moins taxé techniquement de ton CELI parce que ton CELI t'a été taxé tout de suite. Parce que tu as investi de l'argent après impôt dedans. Mais le réel, c'est de l'argent avant impôt. Fait que là, dépendamment de la manière que tu vas le sortir, ben, tu vas peut-être payer moins d'impôts au final que ce que tu avais payé sur ta paye quand tu as cotisé dans ton CELI, tu comprends? Fait que c'est ça qu'il faut comprendre. Le REER, c'est pas, t'es pas, oui, tu es imposé plus tard, mais tout dépend de la manière que tu vas le sortir. Je le sais que ça, il y a tellement de monde qui ne comprennent pas ça parce qu'ils pensent tous que le REER, ah, c'est pas bon. Mais c'est comme, t'as pas, man. Si tu comprends pas si tu dis ça, c'est parce que il y a de quoi qu'il faut que tu catches, qui est ce que je suis en train de t'expliquer depuis tantôt. Fait que le REER, si c'est bien fait et qui est stratégique, ça peut être très avantageux puis très payant, mais il faut que tu sois stratégique. Puis ça, ben, des fois, c'est pas tout le monde qui l'est. Aujourd'hui, j'avais une discussion avec un collègue et c'était tout un débat. Étant propriétaire aujourd'hui, je me disais que dans plusieurs années, j'aimerais vendre pour avoir de la liquidité pour profiter de la vie. J'amenais le point d'être locataire d'une propriété que mes enfants achèteraient. Est-ce une bonne stratégie pour faire bénéficier à notre propre famille? Merci de ta réponse de pour ou contre. Écoute, aussitôt que tu parles propriétaire versus locataire, là, comme j'ai déjà dit, c'est mieux que le Monopoly, c'est mieux que Catan pour tester des amitiés. Je veux dire, écoute, mets ça d'un débat, d'un souper, c'est ça finira pas. OK, ça finira pas si tu veux te chicaner si tu as ce sujet-là. Fait que, écoute, oui, ça peut être bon, dans le fond. Autrement dit, si tu le loues à tes enfants, puis genre, qu'eux autres, ils remboursent ton hypothèque, mettons, c'est comme, oui, absolument, ça peut être une... Je vais te répondre rapidement, je veux dire, dans toutes les questions en finance, ça dépend. Mais dans ton cas, si c'est bien fait, oui, ça pourrait être très bon de faire ce move-là. Je me dis 2 ans, vaut mieux que j'en achète car les intérêts augmentent en an. Fait que merci encore, pas de quoi. Portefeuille FNB disponible à la caisse sans être riche. Ouais, mais c'est peut-être. Ça dépend quel FNB. C'est ça, là, c'est pas tous des FNB indiciels. Mais oui, je ne m'embarque pas là-dedans. J'ai coupé toutes mes dépenses pour économiser. Je te suis depuis le mal. J'ai coupé Internet, câble, subscription. Je paye juste le loyer et les utilités. Courage à tous dans ce chemin, ça paiera dans 10 ans. Écoute, moi, j'ai jamais dit à quelqu'un de tout couper. OK? Fait que moi, on va en parler dans le budget, là, justement, c'est mon prochain point. Mais comme moi, je suis vraiment plus quelqu'un qui va dire augmente tes revenus parce que diminuer les dépenses, à un moment donné, il y a une limite, puis c'est plate de tout le temps être comme dans le restrictif. Fait que oui, à un moment donné, il y a un prix à payer, puis si tu veux vraiment comme euh, stopper l'hémorragie, si ça va vraiment mal tes finances, oui, t'es mieux de commencer avec les dépenses, c'est plus facile, puis c'est plus rentable au début. Mais à long terme, à un moment donné, c'est comme quand même que tu coupes, puis tu coupes, puis tu coupes, là, il y a un minimum qu'il faut que tu te loges, que tu te nourrisses, puis que tu t'habilles. Fait que je veux dire, tu peux pas diminuer à zéro, tu sais, c'est impossible. Fait que tandis que les revenus, ben, tu es capable de les augmenter, on va dire infini. Je dis pas que c'est facile, mais tu n'as pas de limite sur laquelle tu peux augmenter tes revenus. Donc, c'est pour ça que c'est correct de couper au début, mais je pense que sur une longue période, c'est pas l'idéal de juste focusser sur les dépenses. Si tu fais un mix des deux, tant mieux, mais si tu augmentes tes revenus, c'est vraiment parfait. Fait que, tu sais, oui, couper les dépenses, mais jusqu'à une certaine limite, parce que je l'ai vu des fois l'autre côté, puis l'autre extrême. Si tu es bien là-dedans aussi, il n'y en a pas de problème, parce qu'il y en a qui, justement, de couper tout, ça lui permet des fois de se rendre compte que j'avais des affaires que je payais pour rien, puis sont plus heureux après. Fait que ça, c'est bien correct. Mais si tu coupes tout, dans le but, genre, de placer plus d'argent, mais que tu es vraiment malheureux en faisant ça, là, c'est pas bon. Là tu as pogné un extrême qui est pas bon. T'sais. Fait que là, je sais pas c'est quoi ta situation, mais c'est ça. Euh, Quelle plateforme de courtage préfères-tu? Écoute, j'ai pas vraiment de plateforme préférée, là, dans le sens qu'ils sont toutes équivalentes. C'est un petit peu toute la même affaire. Là. Ce qui est important, c'est de regarder tes frais de transaction, puis être sûr que tu peux ouvrir tous tes comptes sur la même plateforme. Mais si tu prends une plateforme à banque X ou à banque Y, je veux dire, ça va être très, très, très similaire. Fait que, ça dépend un peu de comment je ne les ai pas toutes utilisées là, non plus. Là, fait que c'est comme, pour vrai, moi, ce que je dis souvent, c'est prends celle-là que tu es habitué. Mettons, ton compte chèque est avec X institution. Ben, va-t'en sur la plateforme de X institution, puis comme utilise celle-là, comme linker ton compte chèque, puis ouvrir tes comptes, ça va juste être plus simple vu que tu es déjà client, puis qu'ils ont déjà un peu d'informations, puis c'est ça. Mais j'ai pas vraiment de préférence là-dessus. Là, sont toutes pas mal équivalentes.
Direct Disney, c'est pas quoi ça. En voici quelques-unes. Ouais, exact. Merci Marjorie. Là, c'est ça. Tous ceux-là que tu viens de mettre là, ça a tout du bon sens. Faut aussi couper les tatous, le Red Bull, le Starbucks. Ouais, ça peut être bon, comme je disais. Est-ce que quand on a des actions étrangères, est-ce qu'il peut y avoir des impôts à payer à l'extérieur du Canada? Tu parlais de dividendes non reconnus avec le CELI. Est-ce que tu parlais juste avec le CELI? Généralement, on ne reconnaît pas les dividendes et donc on doit payer de l'impôt dessus. Non, mais dans le fond, c'est juste qu'il n'est pas reconnu aux États-Unis. Fait qu'en gros, si tu achètes, dans le fond, si tu achètes des fonds qui ont des actions étrangères dedans, ça, quand tu as des fonds, il n'y a vraiment aucun problème. Fait que ça, c'est vraiment pas. C'est plus quand tu achètes des actions individuelles à l'intérieur du CELI, c'est là qu'il faut que tu t'assures que c'est correct pour le traitement fiscal. Là. Fait que, mais si tu achètes des fonds d'actions, il n'y a vraiment aucun problème. À ton avis, quel taux d'inflation utiliser pour des projections financières à long terme comme retraite? Non, je te dirais 2,5, 3, ça a du sens. Là, à long terme, c'est ça qui est visé, puis ça ne sera pas tout le temps. C'est tout le temps cyclique. Là, fait que je veux dire, ça ne sera pas tout le temps comme dans les dernières années. Là, ça ne sera pas tout le temps 6, 7, 8 Je veux dire, là, ça a déjà commencé à être un moins dans les derniers mois. Fait que non, tu fais entre 2,5 et 3 d'inflation, t'es dedans. Là, c'est bien correct. Même à 2, ça pourrait être correct aussi, mais maintenant, tu vas être sûr 2,5 à 3, c'est correct. Sur le long terme, 30 ans, est-ce vraiment avantageux de prendre un fonds d'action CSN à cause du retour et tout ça, ou d'investir dans le SP500? J'ai pris des données des 10 dernières années. Oui, ben écoute, justement, il y avait un article là, récemment là-dessus que si tu calcules l'économie fiscale du fonds FTQ et CSN, c'est pas tout à fait au niveau du SP500. C'est sûr que, là, on compare, mettons, les 10 dernières années, fait que ça se peut que ça soit pas ça non plus dans les 10 prochaines, mais le passé n'est jamais garant du futur. Mais c'est juste comme, normalement, un fonds indiciel sur le long terme, ça va être assez dur à battre. OK? Mais si tu inclus l'économie d'impôt supplémentaire, le crédit que donne la FTQ et la CSN, ben ça tire quand même pas pire son épingle du jeu. Par contre, moi, avec la FTQ et CSN, ce que je mets toujours en garde, c'est que c'est de l'argent qu'il faut vraiment que tu investisses dans une optique de long terme et que tu ne veux pas toucher. Parce que ça, tu ne peux pas le décaisser avant, mettons que tu veux sortir tes REER avant de façon stratégique. Tu ne peux pas. Il faut vraiment que tu sois à la retraite officiellement. Puis, ça va souvent être à 55-60 que tu vas pouvoir toucher à ça. Fait que la FTQ, ça peut être bon si tu le vois vraiment comme une partie de ton fonds de pension. Puis si tu as beaucoup d'argent à mettre en REER, tu peux mettre un 5 000 là-dedans, puis c'est bien correct. Mais tu sais, si tu as juste 5 000 à mettre, ben il faut que tu saches que ce 5 000-là, si tu as juste de la FTQ dans tes REER, ben tu sais, c'est ça. Tu ne peux pas arriver à 45 ans et dire « Ah, ça serait stratégique cette année de sortir des REER parce que je prends une année sabbatique puis mon taux d'imposition va être bas. » Ben là, tu ne pourras pas dans FTQ CSN, tu comprends? Fait qu'il faut que tu sois sûr. Fait que généralement, FTQ CSN, c'est vraiment bon pour les gens qui vont être à 5-10 ans de la retraite parce que tu n'as pas besoin d'attendre trop longtemps avant de toucher à l'argent. Puis pour quelqu'un qui est plus jeune, des fois, ça va être à faire plus attention, surtout si tu aimes ça, avoir tes liquidités puis être un peu plus libre. Là, fait que c'est ça. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'FTQ, ça investit dans 55 % dans l'économie québécoise. Fait que il y a quand même une grosse partie qui est dans l'économie québécoise. Fait que si jamais ça va mal dans l'économie québécoise éventuellement, ben ça peut faire mal. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas le produit, mettons, le plus diversifié. Autrement dit, s'il n'y avait pas de crédit d'impôt, mettons, c'est pas si hot que ça comme produit de placement. Mettons. Ce qui fait que c'est quand même pas pire, c'est à cause du crédit d'impôt. Fait que si éventuellement, tu es une personne qui perd le crédit d'impôt parce qu'à partir de 2027, quand tu vas avoir gagné un salaire au-dessus de quasiment 113 000 ben là, le crédit d'impôt, tu n'y auras plus droit s'il décide de ne pas changer la règle, mais à la date, c'est supposé d'être ça. Fait que là, si tu n'as plus le crédit d'impôt, c'est pas tant avantageux pour ça. Là, j'ai fait un 40 minutes de questions. Fait que c'est bien, ça a interagi, c'est super. Je suis rendu là. Je vais faire mon bout sur le budget parce que je le sais qu'il y a du monde que ça peut peut-être aider aussi, puis tout. Puis après ça, je vais refaire une autre batch de questions. OK? Fait que si vous voulez continuer d'en mettre, mettez-en, puis je vais aller les lire après. Fait que je vais faire mon bout sur le budget. Puis quand je dis budget, OK, là, c'est ça. Là. Je le sais que pour la plupart des gens, c'est comme ah, si ça me tente pas, un budget, c'est dégueulasse. Juste le dire, c'est comme non. Je comprends, OK? Mais dans le fond, ce qu'on va faire, en partant, c'est qu'on va appeler ça un état des dépenses. Fait que déjà là, on s'entend? Pas mal moins pire. Hein? Budget, état des dépenses.
Ah, là, c'est bon. État des dépenses. Tu as vu comment c'est positif? OK? Fait que dans le fond, ce que je veux faire avec ça, c'est juste te montrer que un état des dépenses, ça peut juste être un outil. OK? Puis là, on va y aller très simple. OK? Dans le sens que, mettons que tu as le profil ingénieur, OK? Puis que toi, tu aimes ça de checker toutes tes affaires puis comprendre tout. OK? Bien, te faire un fichier Excel que tu te dis, OK, ça, c'est mon budget, puis je le suis à tous les mois, puis genre, être vraiment assidu, c'est probablement la meilleure chose que quelqu'un peut faire, on va dire efficacité, mais ça prend quelqu'un qui va, qui comprend dans le fond, qui est à l'aise de faire ça. OK? Ça prend quelqu'un dans le fond qui est vraiment comme, ça va y tenter de faire ça, que ça va y faire plaisir de faire ça. Si c'est ton cas, fais un vrai budget, puis c'est bien correct, puis ça va être efficace, ça va marcher. OK? Moi, par expérience, je le sais que pour la plupart des gens, un vrai budget, pour le dire poliment, c'est de l'hostie de merde. Puis ils le feront pas, puis ils le suivront pas, puis ils vont trouver ça rough, puis c'est comme, ça va être comme, ah, c'est tellement dull, c'est tellement demandant. Fait que genre, étant donné que je le sais que la complexité, c'est l'ennemi de l'action, ben tu veux garder ça le plus simple possible. Fait que moi, la façon que j'ai trouvé que ce soit le plus simple possible, c'est ce que je vais te dire dans les prochaines minutes. OK? Parce que dans le fond, moi, un état des dépenses, je veux que tu le vois comme juste une prise de conscience. Fait que c'est-à-dire, OK, en ce moment, je gagne tant, puis là, mon argent, elle va où? Elle va où, mon argent? C'est juste ça que tu veux. Comme si tu étais le PDG d'une compagnie. OK? On s'entend, demain matin, tu es Jeff Bezos, là, c'est sûr que tu vas te checker, bon, c'est quoi nos revenus, puis c'est quoi nos dépenses. Puis à un moment donné, si ça va mal, ben, tu vas te checker c'est où qu'il y a des opportunités de couper ou de faire une allocation d'actifs différents. OK? Donc, là, tu es comme le PDG de ta propre vie financière. Fait que genre, fais le même exercice. OK? Fait que c'est-à-dire, quand tu fais un état des dépenses, moi, je te suggère de fonctionner en trois points. OK? Le premier, c'est les dépenses fixes. Fait que ça, c'est facile. L'épicerie, l'hypothèque, le logement, l'hydro, les assurances, les taxes, tout ce qui passe dans ton compte à tous les mois, c'est automatique. OK? Fait que ça, tu mets tes dépenses fixes. Fait que là, mettons, tu te pognes un fichier Excel ou une feuille, peu importe, puis là, tu marques tes dépenses fixes. Fait que là, tu fais juste comme, bon, OK, tout ce qu'on vient de dire, top, dépenses fixes. OK. Après ça, tu fais un autre fichier, puis là, tu vas marquer dépenses variables. OK? Dépenses variables, c'est entretien de la maison, entretien de la voiture, puis les soins médicaux et dentaires. OK? Fait que là, tu checkes, mettons que tu as une maison, tu vas dire, parfait, là, ça m'a coûté combien l'entretien l'année passée? Là, je ne parle pas des rénaux, je parle vraiment de l'entretien. OK? Fait que mettons, OK, tu ressors tes factures d'aneigement à 1000$, la pelouse 1000$, après ça, il est arrivé tel imprévu, qu'est-ce que ça m'a coûté 2000$. Bon, fait que là, tu calcules, mettons tout ça, puis là, tu arrives, exemple, à 4000$. Là, tu fais la même affaire avec ta voiture. Fait que, mettons, t'es genre, bon, c'est mes pneus, tout ça, OK, ça m'a coûté 1000$. Puis, après ça, t'es genre, bon, ben, mes médicaments, puis mes soins dentaires, puis tout ça, ça m'a coûté combien? Fait que, mettons que tu arrives aussi à 1000$. Fait que là, tu calcules ces trois affaires-là. Fait que là, mettons que tu fais le total. Exemple, ça arrive à 6000$. Ben là, tu le sais que ça t'a coûté 6000$ de dépenses variables dans ton année. Fait que là, tu fais diviser par 12. Fait que 6000 divisé par 12, ça fait 500$. OK? Puis là, tu vas marquer dépenses variables, 500$, puis tu vas venir l'ajouter à tes dépenses fixes. OK? Parce que l'erreur de la plus grande majorité des gens, dans le fond, avec l'état des dépenses et tout ça, c'est que les dépenses variables, ils ne les calculent pas. Parce que, vu que ça arrive une fois de temps en temps, ce n'est pas un prix fixe, ils l'oublient. Puis ils ne calculent pas. Mais le problème, c'est que c'est comme si c'était une dépense fixe, parce que c'est sûr que ça va arriver. C'est pas du peut-être, c'est sûr que tu vas te faire déneiger. C'est sûr que tu vas te faire tomber. C'est sûr que tu vas avoir peut-être une petite chose à faire sur ta maison. C'est sûr que tu vas avoir de l'entretien pour ta voiture, tu comprends? Fait que c'est des dépenses qui sont sûres, c'est juste qu'ils ne sont pas fixes, puis c'est pas tout le temps pareil. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu le mets dans tes dépenses fixes. Comme ça, tu es sûr que ton 500$, tu le vires, mettons, dans un compte tout le temps à part. Puis ce compte-là, à la fin de l'année, il va tout le temps finir à zéro. Tant mieux s'il y en a un peu plus dedans, mais il va tout le temps finir à zéro.
Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir mis 500, 500, 500, oups, 1000 pièces de neigement. 500, 500, oups, 1000 pièces, c'était l'affaire. Fait que là, ton argent est tout le temps là. Fait que tu n'es jamais pogné où ce que, ah, si c'est vrai, j'avais mon déneigement qui passait, puis là, tu es déjà short un peu dans tes payes, puis là, bang, puis là, tu es dans le trou pendant 2-3 mois, puis là, tu es comme Colin, OK? Parce que tu avais dépensé ton 500 pièces par mois pendant les mois précédents parce que tu n'avais pas cette dépense-là qui était là. Fait que là, tu ne pensais pas à ça, fait que là, tu l'as dépensé, tu comprends? Tandis que quand tu l'as mis de côté, ben là, tu l'as mis de côté. Genre, fait que là, tu es comme, OK, quand l'imprévu va arriver, je l'ai l'argent. OK? Fait que c'est ça que ça sert, dans le fond, de faire les dépenses variables pour les mettre après dans les dépenses fixes. Et pour finalement, la dernière partie qui est la plus touchée, c'est la partie loisirs. OK? Puis, loisirs, c'est tout ce qui est discrétionnaire. OK? Donc, Netflix, l'alcool, tu t'achètes une bouteille de vin, Amazon, après ça, les restos, les sorties, les activités, tout ça. OK? Tout ce qui est ton fun, autrement dit. Ça, tu le mets dans une autre section à part. Puis ça, c'est plus dur à quantifier pour la plupart des gens. Puis c'est là que là, je m'adresse à quelqu'un que, mettons que tu as de la misère à gérer ton cash. Puis que tu es tout le temps short à chaque mois. Puis que tu sais pas trop ton cash va où. C'est comme crime, je le sais qu'il rend de l'argent, mais si, il m'en manque tout le temps ou je suis tout le temps short. Crime, il va où? Là, c'est ça que ça permet de faire un état des dépenses. Puis souvent, c'est du discrétionnaire. OK? Donc, c'est dans les loisirs que ça va se passer souvent. Puis, je l'ai vu parce que, dans le fond, tu as des gens, des fois, qui ne réalisent pas à quel point ils dépensent parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais des fois, c'est du 700, 800, 1000 piastres par mois sans qu'ils le voient trop. Là. Puis après ça, ils font ce que je vais te dire de faire dans les prochaines minutes. Ils sont comme, shit, je savais pas que ça me coûtait ça. Fait que moi, j'appelle ça la technique claque d'en face. OK? Fait que si en ce moment, ça va pas trop bien tes affaires au niveau de la gestion de ton budget, là, c'est souvent des loisirs que ça se passe, puis des choses discrétionnaires la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps. OK? Fait que si c'est ton cas, ce que tu fais, c'est que tu pognes 3 mois de relevé de carte de débit, puis 3 mois de relevé de carte de crédit. Puis si tu as une carte, tu as 3 cartes de crédit, ben, il faut que tu le fasses avec tes 3 cartes de crédit. Parce que là, ce que tu veux, c'est savoir mon argent, elle va où. Fait que si tu payes juste avec des cartes, ben, c'est parfait, il y a des traces. Fait que tu es capable de le voir. Fait que là, tu vas pogner 3 mois de relevé de carte de débit, puis là, tu vas highlighter tout ce qui n'est pas une dépense fixe. Fait que tout ce qui est comme Tim Hortons, Amazon, à un moment donné, tu vas manquer d'encre, il va falloir que tu changes de crayon. Okay? Puis là, tu continues. Puis là, c'est genre McDo, non. Fait que tout ce qui était comme pas nécessaire, puis que c'était ton fun, tu le highlights. OK? Fait que tu fais ça avec tes 3 mois de débit, tu fais ça avec tes 3 mois de crédit. OK? Ça va prendre une demi-heure, c'est de la merde, c'est pas le fun. Mais là, il faut que tu arrêtes de faire l'autruche. OK? Puis là, quand tu vas l'avoir fait, après, ça va te faire réaliser des affaires, puis après, tu vas être content. Fait que là, une fois que tu as fait ça, mettons que tu calcules tes 3 mois de débit, puis ça arrive, exemple, à 1800. Puis après ça, tu arrives également à 1800, mettons, de tes cartes de crédit, exemple. Ben là, tu fais 1800 plus 1800, ça fait 3600, mettons. Dans le fond, mettons que tu arrives à 900, OK? Puis que là, puis mettons que tu calcules 900, puis fait que là, ça fait 1800, puis là, tu fais diviser par 3 mois. Donc, 1800 divisé par 3 mois, c'est 600. Fait que là, tu le sais que tu dépenses 600 pièces par mois dans des loisirs. Fait que là, maintenant que tu le sais, tu en as pris conscience. Ça, c'est déjà bon. Là, la question qu'il faut que tu te poses, c'est, parfait, sur mon 600 pièces que je dépense à chaque mois, qu'est-ce qui apporte vraiment de la valeur puis du bonheur dans ma vie, dans ces 600 pièces-là? Fait que mettons que toi, aller souper au resto avec tes chums, c'est vraiment important une fois par semaine, c'est un moment sacré pour toi. Garde-les. Coupe pas là-dessus. Si ça t'apporte vraiment du bonheur. Là, ce que je veux que tu commences à couper, c'est sur tes dépenses qui ne t'apportent rien ou quasiment rien. Puis tu es comme ça, je peux facilement m'en passer. Parce que tu ne veux pas te retrouver plus tard à dire, Colin, j'aurais pu dépenser pas mal moins dans X affaires pour avoir aujourd'hui ce montant-là de plus. Puis là, comme ça m'apporterait beaucoup plus de valeur et de bonheur dans ma vie que d'avoir flambé ce cash-là dans des niaiseries. Fait que tu veux juste éliminer tout ce qui est niaiserie le plus possible. OK? C'est vraiment ça qui est important. Fait que là, une fois que tu l'as établi, mettons que tu dis, parfait, j'ai 300 pièces par mois que je veux vraiment garder et que je veux dépenser pour mon fun. Bien, parfait.
garde-les pour ton fun. Puis l'autre 300$, là, tu le pognes, puis c'est avec lui que tu commences à soit rembourser tes dettes si tu en as, ou que tu commences à investir par la suite. Puis là, ça te permet d'utiliser ton argent pour faire de quoi qui va être plus avantageux pour toi, comme on disait tantôt. OK? Fait que c'est vraiment ça, le nerf de la guerre. Puis, pour répondre à ta question tantôt, tu disais, y a-t-il un barème? OK? Il n'y a pas de barème parce que dans le fond, c'est vraiment relatif à chaque personne. OK? Parce que techniquement, pour considérer que quelqu'un est en bonne santé financière, il faudrait qu'il mette, mettons, 10% de côté de son revenu brut. Mais quelqu'un qui veut atteindre l'indépendance financière plus vite, ben il va falloir qu'il mette 20 ou 30 ou 40%, mettons, tu comprends, s'il veut vraiment, s'il y a un objectif très ambitieux. Fait que de dire, OK, il faut que tu gardes 50%, mettons, pour ton logement ou ci ou ça, c'est comme de mettre des barèmes de même, c'est comme, ça dépend de plein de choses dans ta situation. Fait que c'est pour ça de dire, pour quelqu'un, ça pourrait être bien les barèmes que tu m'as donnés tantôt. Mais pour quelqu'un qui n'a pas pantoute les mêmes objectifs, ça pourrait être pas bien, tu comprends? Fait que c'est pour ça que j'aime pas trop ça, donner des barèmes à ce niveau-là, parce que c'est trop relatif et c'est trop différent pour chaque personne. Fait que c'est ça. Mais oui, si ce barème-là, tu juges que ça te convient pour toi, parfait, garde ce barème-là, puis c'est bien correct. Mais c'est pas pareil pour chaque personne. Fait que c'était pas mal ça, mon bout que je voulais faire sur le budget. Fait que je vais continuer à prendre des questions. Fait que si vous avez d'autres questions, que ce soit sur le budget ou sur d'autres choses, je continue à faire une petite batch. À 18 ans, avec revenu d'étudiant CELI ou REER, mais j'ai bien compris REER versus CELI pour quelqu'un avec un salaire établi. Dans le fond, c'est CELI, parce que si tu cotises en REER, tu pourrais le cotiser, mais ne pas le déduire, parce que tu peux cotiser tes REER, mais pas les déduire. Mais dans le fond, ça ne te donne rien de les déduire si tu as un salaire d'étudiant, mettons, qui est à 15 000 par année et que tu ne payes déjà pas d'impôts. Bien, de cotiser en REER, tu ne sauveras pas d'impôts. Fait que tu vas juste gaspiller tes droits de cotisation. Fait que c'est mieux de mettre, dans le fond, ton argent en CELI. C'est ça qui est l'idéal quand tu commences. Puis quand tu es jeune à 18 ans et que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, c'est mieux de commencer avec le CELI. Je devais couper tout, là, ça aide de trop, là, je contrôle. OK, bon, super, tu contrôles, ça, c'est bien. Autre que le REA et le CELI à partir de 18 ans, quel serait le meilleur moyen d'investir au nom de nos enfants en bas âge en étant optimal fiscalement parlant? Ben écoute, dans le fond, s'il y a déjà le CELI, le REA, il y a le CELI App maintenant qui existe. Fait que le CELI App, ça serait super bon. Sinon, fiscalement parlant, écoute, REA, CELI puis CELI App, c'est pas mal le top. Sinon, mettons, tu peux le faire travailler de l'argent pour lui dans ton CELI à toi. Exemple, mettons que son CELI est maximisé, puis si tu veux y redonner plus tard, là, ça dépend de ce que tu veux faire. Là, si tu as l'intention d'y donner de l'argent, tu peux le faire travailler dans tes véhicules à toi, puis c'est bien correct. Là. Fait que, mais REA, CELI, CELI App, c'est déjà très bon. Là. À 18 ans, s'il y a tout ça, là, c'est ça coche. Là. Salut, qu'est-ce que tu en penses des FNB tout en un, SP500? Ben écoute, les tout en un, dans le fond, là, les portefeuilles à répartition d'actifs, si c'est de ça que tu parles, moi personnellement, c'est mes produits préférés. Je veux dire, pour la grande majorité des gens, tu achètes ça, tout se rééquilibre tout seul. C'est comme tu laisses travailler ça, tu ne te casses pas la tête. Fait que, on s'entend, si tu laisses l'argent travailler pendant 10, 15, 20 ans, c'est des produits que moi j'adore. Ça dépend, il faut être sûr que pour toi, c'est-tu le bon produit? Ça dépend de toi, ça dépend de ta situation, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais moi, personnellement, j'adore ce genre de produit-là. Puis je pense que c'est super bon à long terme. Mais il faut investir à long terme, comme tu l'as dit. C'est pour du court terme, du 10 ans et moins. Tu ne t'investis pas dans ce genre d'affaires-là. Ça peut devenir maladif d'un sens. Je vis de paye en paye, mais à cause de mes placements. C'est bon, ça, c'est mieux cet extrême-là que l'autre, mais idéalement, tu ne veux pas te retrouver trop dans cet extrême-là, puis justement, comme, tant que tu es bien, comme on disait. Là. Fait que si tu vis de paye en paye, mais que tu es bien parce que tu te bâtis ton indépendance financière, c'est parfait. Mais si à un moment donné, il y a un jour où tu sens que tu es comme là, pour vrai, ça commence à être plate ma vie, puis je trouve ça vraiment, vraiment comme ça. Mon moral n'est pas bon à cause de ce que je mets de côté, genre, puis comme j'ai plus rien qui me reste pour comme juste un peu profiter aujourd'hui. Là, tu es tombé peut-être dans l'extrême qui est pas bon non plus, là, tu comprends? Fait qu'il faut vraiment que tu sois capable de trouver le sweet spot. Puis le sweet spot, c'est le montant que tu dis, OK, je mets ce montant-là de côté. Ça me permet de ne pas sentir que je me prive trop aujourd'hui.
Puis ça me motive parce que je vois mes affaires monter, puis je bâtis mon indépendance financière. Fait que ça me procure du bonheur de voir mon capital augmenter, puis tout. Mais ça nuit pas aujourd'hui, puis ça me purge pas, tu sais. Fait que c'est comme si tu es capable de trouver ce sweet spot-là, c'est parfait. Puis ça, ben, chaque personne, c'est différent, son sweet spot. Il y en a que c'est 10% de leur paie, il y en a que c'est 20%, il y en a que c'est 30%. Ça dépend vraiment, mais c'est ça. Pour ce que ça coûte, les REER, CSN, FTQ, si c'est pour une optique retraite seulement, ça demeure un très bon levier. Ouais, ben écoute, comme on disait, si dans le fond, c'est pour un 5 000 de REER par année que tu veux mettre à long terme, ça peut être excellent d'investir là-dedans. Mais comme on disait par rapport à un fonds indiciel, même si tu calcules toute l'économie d'impôt, c'est pas encore au même niveau. Mais quand même, ça tire quand même bien son épingle du jeu si on le compare à d'autres types de produits. Une légende, je te suis depuis tes vidéos sur l'investissement, ça aide. Nice, merci, je suis content que tu aimes ça. Que penses-tu de la retraite progressive de 55 à 65 ans en diminuant ton salaire de 20 à 40 et décaissant en REER pour compenser tout en continuant de cotiser au REER et repousser la régie des rentes ou plus? OK, ben, je vais répondre des règles générales un peu là-dedans. Tu sais, dans le fond, moi, pour l'avoir vu souvent, mettons, pour ce qui est de la retraite officielle, la retraite, que tu arrêtes complètement, pour la plupart des gens, là, mettons, à part quelqu'un qui est vraiment comme qui est plus capable de sa job et qui fait juste penser à ça, je te dirais que moi, ceux-là que j'ai vus qui vivent pas mal le best life, là, c'est eux autres qui sont en comme pré-retraite ou semi-retraite à 2-3 jours semaine, puis qui sont capables de contribuer ou travailler d'une façon qu'ils travaillent dans qu'est-ce qu'ils aiment, genre, puis que ça les fait triper. Ils n'ont pas vraiment besoin de l'argent, c'est plus par choix qu'ils travaillent, puis pas par obligation. Puis eux autres, ils vivent vraiment le best life. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça te permet justement de ne pas toucher à ton argent tout de suite, de la laisser travailler plus longtemps et d'augmenter justement tes rentes, puis tout ça. Fait que dans le fond, pour la RRQ, puis tout ça, si on parle strictement financièrement, plus tu attends longtemps pour prendre ta rente de RRQ, puis plus tu touches à ton argent tard, le mieux c'est financièrement parlant, c'est sûr. Fait que rendu là, c'est juste de trouver le sweet spot pour toi qui est comme, OK, ben moi, j'ai déjà en masse d'argent, fait que quand même que j'attends plus longtemps, ça ne donnera pas tant de choses de plus, ça ne changera rien dans ma vie. Fait que j'aime mieux la sortir, comme tout de suite commencer à décaisser mes affaires puis demander ma RRQ. C'est du cas par cas. Mais financièrement parlant, le plus tard tu peux attendre, autant pour décaisser que pour toucher à ton argent, demander ta rente de RRQ puis tout, ben le mieux c'est, financièrement parlant. Fait que, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution pour tout le monde, parce qu'émotionnellement parlant, ben, il y en a qui peuvent commencer à décaisser plus tôt, puis c'est bien correct aussi. Là, fait que c'est ça, c'est du cas par cas. J'ai tout coupé pour respirer, je me fais 70 000, j'ai jamais vu rien. Fait que couper des choses là m'ont fait voir mon argent. Là, je suis très contente et j'économise depuis 2025. Avant, j'avais rien. Et je vivais chèque par chèque, puis j'étais endetté. Fait qu'il faut couper tout et payer, économiser, investir. C'est ça que je fais maintenant, puis je suis contente et équilibre. Ben écoute, c'est parfait. Si tu as coupé tout, puis que en ce moment, tu considères que tu es bien, puis tu es plus heureuse de même, parce que c'est souvent ça que ça fait, ça soulage le fait d'être en contrôle de ta situation financière. Puis les gens pensent que hey, si j'arrête, puis je me prive de tout, puis que je me gâte plus, genre ma vie va être plate, je vais être malheureux. Non, c'est l'inverse que ça fait bien souvent. C'est comme tu es plus en contrôle de ta vie, tu sens que tu bâtis quelque chose, tu sens que tu t'achètes de la liberté, puis ça te procure plus de bonheur puis de valeur que n'importe quoi d'autre que tu as racheté avec cet argent-là. Puis c'est ça que les gens peuvent juste comprendre une fois qu'ils le vivent puis que le switch de mindset s'est fait. Fait que c'est pour ça que quelqu'un qui est vraiment en ce moment dans la consommation, il écoute le live, il est comme ah, c'est un cave, lui, non, c'est quoi qu'il dit. Mais une fois que le mindset shift il est fait, c'est comme oh shit, ok, je comprends ce qu'il disait. Là. Puis ça, c'est vraiment comme jour et nuit. C'est comme une switch dans le cerveau, comme une fois qu'elle est mise à on, là, genre, tu peux pas la fermer après. Là. C'est comme tu changes complètement du tout au tout. Fait que tant mieux si t'es rendu là, c'est super bon. Pour mes enfants qui aient de l'argent déjà à leurs 18 ans, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouvrir un CELI pour eux ou a-t-il d'autres alternatives? Ouais, un CELI, comme je disais, ou un CELIAP. Je n'ai parlé un petit peu tantôt. Fait que ça va être ces choses-là qui peuvent être intéressantes. Tes amis vont te détester dans le futur pour ce que tu vas avoir réussi à bâtir. Si tu as des bons amis, ils ne te détesteront pas. Ça dépend c'est qui tes amis. Salut, va-t-il y avoir des nouveaux programmes à venir pour l'accès à une première propriété? Écoute, tu as déjà le RAP, tu as déjà le CELIAP.
Je pense pas que ça va aller plus que ça, du moins à court terme. C'est déjà assez généreux. Combien de pourcentage des États-Unis maximum dans mon FNB? Écoute, je réponds pas à ça. Ça dépend de plusieurs facteurs que je n'ai pas en ce moment. J'ai pas assez d'informations. Je peux pas répondre à ça. Fait que, désolé. Mais d'investir dans l'économie américaine, à long terme, ça a toujours été un bon choix. Donc, je peux pas te dire combien maximum, mais d'avoir une partie aux États-Unis, je pense que c'est excellent. Si tu as déjà un CELI qu'il n'est pas plein et que tu n'as pas l'intention de le remplir, tu peux ouvrir un CELI dans une autre banque. Tu auras alors deux CELI, un pour toi et pour ton enfant. Ce sera plus facile de gérer si tu veux placer l'argent de ton enfant dans des placements différents des tiens. En passant, tu peux ouvrir plus qu'un CELI, mais jamais dans la même institution bancaire. Et l'important est de comptabiliser le tout pour ne pas dépasser ton maximum autorisé. Oui, effectivement, tu amènes un bon point. Ça peut être ça si c'est une facilité de gestion d'avoir à deux places différentes. C'est juste que ça amène quand même la complexité d'ouvrir, d'être à deux places, d'avoir deux intermédiaires, puis aussi, comme tu as dit, de calculer, être sûr que tu ne défonces pas ton plafond de cotisation, puis tout, puis de faire les calculs. Fait que c'est un petit peu plus de gestion, mais oui, ça peut être ça. Sinon, moi, ce que je faisais quand j'étais en cabinet avant, c'était, mettons, on mettait un fonds différent pour la personne. On notait dans le fond, OK, pour toi, ton argent, c'est dans tel investissement. Puis pour ton enfant, c'est dans tel investissement. Fait que comme là, c'était clair, à l'intérieur du même CELI. Fait que c'était juste plus facile à suivre comme ça. L'idéal serait rencontre un pour chacun. Ça, REA familial inclut tous tes enfants. Oui, exact. OK, merci, je vais en parler avec mon conseiller. Parfait, fait plaisir. Salut Mister, salut Francis. Trouver ce qui m'apporte du bonheur versus ce qui m'apporte du bonheur à mon mari et aux enfants est assez différent. Pas certaine qu'on arriverait à couper. Ouais, là, c'est sûr que là, c'est important d'être à la même place. Ça, c'est sûr que ça vient tout le côté de être capable de trouver la bonne personne pour que ça soit sensiblement similaire sur beaucoup de points pour éviter qu'il y en a tout le temps un ou l'autre qui essaye de tirer la couverte de son bord. Fait qu'effectivement, c'est pas toujours facile à ce niveau-là. Je suis d'accord avec toi. Si tu as quelqu'un qui n'a pas tous les mêmes loisirs que toi, ça peut être challengeant. Je pars peut-être loin, mais j'essaie de comprendre le SP500 que vous parlez. Ouais, je l'ai expliqué tantôt, tu t'es peut-être connecté.